Et bienvenue dans ce second webinaire organisé à l'occasion des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce second thème qui va aborder la question de l'agriculture et de la distribution en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai le plaisir d'être accompagnée d'Anna Maillard, qui est tête de liste pour ces élections dans le département du Doubs, d'Étienne Banet, également sur cette liste, Éric Oterno qui s'occupe de la maintenance informatique et moi-même, Amandine Rappen, sur cette liste qui suis spécialiste des questions de distribution. Nous avons 4 invités ce soir. Le 4e est en cours de connexion. Didier Meillotte qui se présentera, qui représente Biocop, Karim Soufari, Systému, et Joël Lavocat, les AMAP à Montbéliard. Tout d'abord, donc, je vous rappelle le thème. Demain, quel circuit de distribution en Bourgogne-Franche-Comté pour nos produits agroalimentaires, locaux et bio? Comment proposer aux citoyens une alimentation de qualité et produire localement, renforcer la proximité avec les éleveurs et les agriculteurs? Quelle est la place que l'on donne aujourd'hui aux produits locaux et aux produits bio sur les circuits courts, la vente en direct? Quel est le rôle pour la distribution spécialisée, donc Biocop notamment, et la grande distribution, les AMAP et les autres réseaux que nous connaissons? Je vais tout d'abord donner la parole à nos intervenants. Je commence par Didier. Je vous propose de vous présenter en quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous, Didier Maillotte, co-gérant de la coopérative de salariés Biocop La Canopée, qui est implantée à Besançon sur 2 magasins, Châtillon-le-Duc et Besançon, avec une trentaine de salariés. Et nous sommes sociétaires de la coopérative Biocop au niveau national, coopérative gérée par des représentants magasins, représentants producteurs, salariés et consommateurs. Merci beaucoup. Karim Soufari, je vous donne la parole pour vous présenter. Oui, bonsoir. Donc Karim Soufari, directeur de l'Hyper-U d'Exincourt dans le pays de Montbéliard. Donc on a environ une centaine de salariés. Donc c'est un magasin qui fait 6500 mètres carrés. Donc je travaille pour Systému depuis à peu près 25 ans. Donc Systému, c'est une enseigne clairement d'associés indépendants. Donc chaque associé est chef de son entreprise. Et donc, on commercialise des produits locaux, entre autres. Et donc, j'ai été invité ce soir et je suis vraiment très content de participer à ce débat sur les produits locaux et produits biologiques. Et je suis prêt à répondre à toutes questions sur nos difficultés, nos réussites. Voilà quoi. Merci beaucoup. Joël Lavocat, je vous laisse activer votre micro et vous présenter. Bonsoir à tous. Moi, je représente l'AMAP du Champ à l'Assiette. Le Champ à l'Assiette, c'est une association, un collectif de consommateurs, disons. Et dans ce collectif, il a été créé une AMAP en 2012 et actuellement, nous fonctionnons sur le pays de Montbéliard. C'est la seule AMAP sur le pays de Montbéliard. Nous sommes à Audincourt. La distribution se fait à Audincourt dans un centre social. Nous avons à peu près une soixantaine d'adhérents, globalement entre 60 et 70 adhérents tous les ans. Et donc, et là, nous avons actuellement 7 producteurs qui fournissent des produits, les produits de base, disons, à l'alimentation, du pain, de la volaille, des divers fromages, des légumes, effectivement, en plus. Et puis, donc, voilà, je participerai, j'attends les questions et je participe au débat de tout cœur avec vous. Très bien, merci beaucoup Joël. Est-ce que Nicolas et Virginie, vous nous entendez pour les maraîchers, l'écho des jardins? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. C'est tout bon? Ouais, ok. C'est super. J'ai un petit problème avec la caméra. Du coup, ça n'est pas Virginie. Non, c'est Nicolas. Virginie est à côté de moi. Pas de problème. On est là. Alors, on vous laisse vous présenter?
Ben déjà, désolé, j'ai pas suivi le début, hein, donc je sais pas trop où vous en êtes. Alors, du coup, tous les intervenants se sont présentés. Donc, Karim Soufari pour Système U, Didier Mayotte pour Biocop et Joël Lavocat pour les AMAP. Et donc, on vous demande en 2 mots de nous décrire votre activité en tant que maraîcher. Alors, je crois que vous faites de la permaculture à C'est côté de ça, Montbéliard. c'est ça. Donc Nicolas, donc je suis chef de culture aux éco-jardins de Montbéliard. Donc les éco-jardins, c'est pas une exploitation, c'est une association. Donc on promotionne l'agriculture naturelle et respectueuse de l'homme et de l'environnement. On fait l'agrobiologie en gros. Et orientation permaculture, donc on n'est pas totalement en permaculture, mais en tout cas, on prend soin de notre sol, on ne traite pas, et voilà. Donc on est, comme je vous disais, une association, donc on ne produit pas non plus sur des hectares, on a à peu près 1 hectare, voilà, 1 hectare où on produit tout à la main. Très bien. Merci Voilà. beaucoup, Nicolas. Je vous propose comme première question pour cet échange et ce débat. Donc là, je vais m'adresser surtout aux distributeurs que sont Système U, Biocop et les AMAP. De prendre chacun votre tour la parole pour nous expliquer quelle est l'origine des produits que vous vendez aujourd'hui, des produits bio que vous vendez aujourd'hui. Quelle est la part de ces produits provenant de Bourgogne-Franche-Comté? Alors après, voilà, est-ce que vous avez des chiffres à nous transmettre en pourcentage? Est-ce que en volume, vous connaissez la part de vos produits locaux? Est-ce que vous vendez plus de produits bio venant de France, du reste de la France ou de l'Union européenne? Et donc, je vous propose qu'on commence par Didier Mayotte pour Biocop, ensuite Karim Soufari pour Système U et ensuite Joël Lavocat pour les AMAP. Oui, alors au niveau de Biocop, nous, c'est un projet qui a 35 ans au niveau national, implanté en 2007 à Besançon, mais le projet a été de base et parti d'associations de consommateurs qui souhaitaient pouvoir consommer en bio et qui ont tout fait pour un petit peu se rassembler au niveau national pour pouvoir accompagner la structuration de filières. Nous, nous ne diffusons que des produits issus de l'agriculture biologique. Or, les produits qui ne peuvent pas l'être, c'est-à-dire les produits de la pêche, le sel, quelques produits, mais c'est bien notre cahier des charges et par notre organisation nationale, nous accompagnons les coopératives de producteurs bio au niveau national qui sont sociétaires de la coopérative. Et on était à la base, il y a quelques années, du label Commerce Équitable France qui nous permet d'une part d'accompagner ces producteurs et ces paysans on retrouve sur nos produits les logos paysans, paysannes associés parce qu'ils sont vraiment partie prenante dans l'ensemble des décisions de la coopérative. Quand on revient sur notre sujet de la production régionale, alors nous, la production locale, notre cahier des charges, on définit ces 150 km par la route autour des points de vente. Et dans notre projet politique national, évidemment, plus on prend de produits au niveau de notre coopérative, plus on a un taux de remise intéressant. Et pour ne pas défavoriser la production locale, tout ce que l'on prend dans un rayon de 150 km, c'est comme si on le prenait au niveau de notre coopérative, donc ça ne vient pas impacter notre remise fidélité nationale. Ça, c'est pour le projet politique, pour inciter les magasins Biocop à se tourner le plus possible vers les producteurs locaux. On travaille environ, nous, dans nos 2 magasins, avec une 60aine de producteurs locaux, ce qui représente à peu près, on fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur nos 2 magasins. Et en achat de production locale, on est à peu près à 600 000 euros d'achat hors taxe en production régionale. Et ce qui représente à la vente, une fois notre marge ajoutée, on est à peu près à 15% de production locale dans nos magasins. Alors, je redévelopperai peut-être après pourquoi 15%, mais voilà, je passe la parole à Karim Soufari.
Ok, je viendrai après sur cette partie-là. Karim Soufari, je vous laisse nous partager donc, cette question de l'origine des produits bio que vous vendez aujourd'hui à Hyper-U Exincourt. Il faut activer votre micro. Oui, donc je vais parler en mon nom parce que en fait, je rappelle que Système U, c'est un groupe d'indépendants et que donc le chef d'entreprise, c'est-à-dire l'associé du magasin, a le pouvoir de décider avec qui il peut travailler. Et surtout, en fait, chaque magasin est différent, contrairement à une enseigne de groupe intégré où souvent on impose des stratégies, des référencements. Donc, en fait, c'est très variable d'un point de vente à un autre. Je vais parler en mon nom parce que ça fait 25 ans que je suis dans l'enseigne. Concrètement, la part du local, chaque année, elle prend une proportion de plus en plus importante. Hein. Et c'est logique parce que les circuits courts, ça nous parle aussi. Hein. La difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui, nous, chez U, c'est l'approvisionnement des produits locaux, hormis les grosses boîtes, et il y en a en Franche-Comté, hein, qui vendent du local en fonction du site où on est positionné. On a des difficultés sur certains approvisionnements. Donc là, vous répondez à ma question suivante sur les freins et les difficultés. Est-ce que, en termes de volume, vous avez une idée de la répartition entre ce qui vient du reste de la France, ce qui vient de la Franche-Comté-Bourgogne ou ce qui vient de l'Union européenne? J'ai pas de données chiffrées à ce sujet, mais je peux dire que l'évolution du chiffre d'affaires, et là c'est l'enseigne qui le communique, on a une évolution de chiffre d'affaires de plus 10% chaque année sur tout ce qui est produits locaux et produits biologiques. Okay. Et des parts de marché qui évoluent constamment. Après, sur l'origine des produits biologiques U, par exemple, c'est varié. On peut très bien avoir des produits qui sont… J'ai pas des chiffres précis à vous donner, mais qui sont fabriqués, qui sont produits en France et dans l'Union européenne majoritairement. Après, on a aussi des produits, hein, il faut pas se le cacher, on a des produits qui viennent aussi d'Amérique du Sud, voilà. Après, sur le local, moi, pour avoir travaillé quelques années en Franche-Comté, on a quand même beaucoup de fournisseurs locaux, notamment dans les produits frais, dans les fromageries, qui sont représentés dans nos magasins. On a à peu près une quarantaine de fournisseurs locaux aujourd'hui à Exincourt. Et c'est variable, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un point de vente à l'autre. Tout dépend de la zone géographique et aussi de l'envie de l'associé de développer le local. Mais c'est quand même une volonté de l'enseigne de continuer à avancer sur ce sujet. Ok, très bien. Merci beaucoup. Joël l'avocat, je vous propose de prendre la parole. Est-ce que tous les produits que vous proposez aujourd'hui dans votre AMAP sont des produits locaux et bio, ou est-ce que vous avez une partie de produits qui sont uniquement des produits locaux mais non bio? Nous, on n'est pas du tout dans la même démarche, hein. On n'est pas du tout dans le commercial. Nous, c'est juste, c'est plutôt du militantisme, hein. On met directement en rapport, nous, des consommateurs et des producteurs. Dans notre AMAP, je disais donc, on a 7 producteurs qui sont hyper locaux, hein, puisque le plus loin, il doit être à 25 km. Donc, donc ce ne sont que des producteurs locaux. Et parmi les 7, il y en a 2 qui ne sont pas en bio quand même. On a un apiculteur qui n'est pas en bio, parce que c'est assez difficile au niveau de l'apiculture d'être labellisé bio. Et on a aussi un chèvrier qui ferait donc des produits de fromage de chèvre, des produits laitiers de chèvre, qui n'est pas en bio. Mais on s'est assuré avec ces 2 personnes que leur démarche était très respectueuse de l'environnement et aussi avait une démarche de qualité dans leurs produits, effectivement, hein.
Donc, nous, on est tout à fait, mais bon, on est, par rapport à Biocoop et même supérieur, on est tout petit, hein, on est 65 adhérents dans notre AMAP, donc c'est vraiment pas, on représente pas grand-chose, enfin, commercialement, on n'est pas des commerçants d'abord, on est juste, je disais, on est des militants. Et voilà, quoi. Mais on est dans le local à fond, puisque nous, le plus loin, je crois que c'est notre boulangère qui doit habiter à Courchaton. Alors, Courchaton, c'est un petit village qui se situe à côté de Lure. Donc, oui, ouais, 25-30 Ok. km. Donc, voilà, on est très, Et très du local. coup, étant donné que vous avez la parole, je vais vous la laisser. Aujourd'hui, quels sont les avantages, les inconvénients de travailler avec des producteurs locaux? Est-ce que vous rencontrez des difficultés en matière d'approvisionnement? Est-ce que vous avez plus de demandes que d'offres? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous retrouvez face à des producteurs qui n'arrivent pas forcément à écouler toute leur production? Bah, pour l'instant, nous, enfin, les producteurs, la démarche de la MAP, c'est d'aider les producteurs. Hein. C'est pas, après, on n'entre pas dans leur vécu quotidien. Hein. On sait pas. Moi, la MAP, c'est un plus pour ceux pour eux en fait. Hein. Ils viennent distribuer leurs produits régulièrement donc au sein de la MAP. Mais je sais pas, je peux pas vous dire s'ils ont des difficultés. Je pense pas qu'ils aient des difficultés pour écouler leurs produits parce qu'ils ont d'autres sources de commercialisation, de distribution, qui fait qui sont largement indépendants de la MAP, quoi. D'accord, ok. La MAP, c'est un plus, en fait. C'est un plus pour eux, mais c'est un plus, c'est un plus pour nous aussi. On veut distribuer ces produits localement et à des gens du coin, quoi. Et vous, en termes de volume, est-ce que aujourd'hui vous avez plus de demandes que de paniers disponibles, ou est-ce Non, qu'au non, contraire, vous non. avez encore des places? On aurait encore, alors, on essaye de pas trop augmenter en volume, enfin en nombre d'adhérents, parce que je pense qu'après il y aurait des problèmes de fourniture pour les. Je pense que les producteurs auraient peut-être des difficultés à fournir aussi régulièrement leurs produits, mais enfin l'idée des AMAP, en fait, ce serait d'essaimer, de faire d'autres AMAP avec d'autres producteurs locaux pour donner, disons, une alternative à la grande distribution. Et c'est un peu l'objectif Ok, très bien, de notre démarche, quoi. Voilà. très bien. Sur la question, Didier, je reviens vers vous des freins, des avantages et des inconvénients de travailler avec des producteurs locaux et bio. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, ou à l'inverse, les avantages que vous voyez à cette collaboration? Les avantages, déjà, c'est bien le projet politique. Hein. Nous, on a une charte distribution au niveau national. La première ligne de la charte, c'est favoriser dès que possible la production locale. Après, on a nos cahiers des charges nationaux sur la saisonnalité, sur l'approche commerce équitable, mais c'est vraiment donc ce travail. Ouais, ça fait 15 ans que je travaille avec les producteurs locaux et dans une démarche vraiment partenariale. Voilà. Alors après, les difficultés qu'on a, c'est sûr que c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple d'avoir un camion qui arrive d'une plateforme Biocoop et qui nous livre que de travailler avec l'ensemble des producteurs locaux, parce que c'est une adaptation à chaque fois en fonction de la taille du producteur, en fonction des jours où il peut nous livrer. Donc on peut avoir les freins. C'est pas des freins, ça peut être des difficultés mais qui sont tout à fait surmontables à partir du moment où on a la volonté de. Et puis, quand même, il y a une autre problématique qui n'est pas un frein, mais qu'il faut absolument, dans une approche systémique, prendre en compte, c'est qu'actuellement, je pense qu'aucun franc-comtois bourguignon ne consomme entièrement local. Et il se pose cette question de l'articulation entre des filières nationales sur lesquelles il y a également des producteurs, si je prends le maraîchage, il y a des maraîchers derrière, et puis la production locale où il y a également des maraîchers. Comment on articule tout ça? Un exemple tout simple, la filière tomate.
des tomates en Franche-Comté, alors je dis Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, on va en consommer sur juillet-août dans le meilleur des cas. Ça veut dire que nous, sur les filières nationales, les producteurs produisent, on prend leurs tomates jusqu'en juin et d'un coup, on ne prend plus du tout de tomates au national, on prend local et on a cette fenêtre où c'est un vide pour le national. Et les coopératives de producteurs bio avec qui on est partenaire nous disent mais comment on fait, comment on articule tout ça? Donc ça, c'est vraiment de la construction de filières et on ne peut pas penser local sans articuler avec la production qui est externe à la Bourgogne-Franche-Comté. Il faut vraiment construire sur des filières qui permettent d'articuler, sauf si les consommateurs, les citoyens ne sont prêts, si on prend la filière légumes, à ne prendre que des légumes de saison. Et je pense que on est loin de ça. Joël l'avocat pour en témoigner aussi, les Amapiens, qu'est-ce qu'ils mangent quand il n'y a plus de maraîchage local? Voilà, et ça, c'est une question fondamentale pour nous pour pouvoir avancer en parallèle sur les filières régionales et les filières nationales. Et là-dessus, vous avez déjà, vous, identifié des secteurs d'activité sur lesquels vous avez des manques et vous avez de la demande? Globalement, mais les manques que l'on a, c'est parce qu'on n'est pas une région productrice. On a des manques de fruits. On commence en pomme bio, il commence à avoir un peu de la pomme bio sur la Franche-Comté, mais on n'est pas sur des énormes volumes. On est vraiment sur la saisonalité, ce que produit notre région. Sur la filière laitière, les filières laitières, on n'a aucun souci toute l'année puisqu'on est dans une région de fromage, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais maintenant, une évolution, et là je parle bien, puisque nous on diffuse que des produits bio, en 15 ans, il y a eu une évolution complètement folle. Nous, on ne peut pas dire qu'on a des manques, et les 15% que je vous ai annoncé tout à l'heure, on ira peut-être à 20%, mais après on bute très vite à un ensemble de produits que l'on n'a pas sur la région. Très bien. Karim Soufari, je vous pose la même question. Aujourd'hui, quels sont les freins que vous avez à travailler davantage avec des producteurs locaux et bio? Quels sont les avantages et les inconvénients que vous trouvez dans cette collaboration? Et je vous laisse mettre votre micro en route. Alors, concrètement, j'ai aucun frein à travailler local, bien au contraire. J'ai encore récemment référencé 2 fournisseurs de Franche-Comté, des petits fournisseurs, mais qui apportent quelque chose au magasin. Et les freins que j'ai, moi, enfin, c'est pas des freins, j'ai plutôt un souci d'approvisionnement. Et comme disait Monsieur Mayotte, c'est surtout effectivement dans les fruits et légumes, puisqu'on n'est pas, et je le rejoins là-dessus, on n'est pas forcément une région productrice. Voilà, moi j'ai des trucs tout bêtes, mais demain j'aimerais trouver un fournisseur qui puisse me fournir de la salade, par exemple. Et les difficultés qu'on a, c'est justement de trouver des fournisseurs locaux. Il y en a des gros, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler. Avec un maximum de fournisseurs. Et je prends un exemple, j'ai rentré des vinaigrettes d'un fournisseur qui s'appelle Jean Cuisine, qui fait des vinaigrettes en Franche-Comté. Et on a fait toute une communication là-dessus, et je trouve que c'est un plus. Après, j'ai rentré un autre fournisseur qui s'appelle Atelier Julien, qui fait des rhums arrangés en Franche-Comté. Et j'ai souvent la question que je leur pose, c'est à quel prix je peux vendre vos produits, et c'est eux qui sont en fait, c'est eux qui vont me diriger sur les prix de vente, parce que souvent le frein d'acheter local ou biologique, pardon, c'est le prix, et je voudrais pas être déphasé par rapport à ça. Donc j'ai besoin, moi, de ces fournisseurs, j'ai besoin de leur avis, j'ai besoin de leurs conseils. Et surtout, j'ai besoin d'en avoir plus. Et l'idéal, ce serait d'avoir un réseau qui puisse nous fournir
les produits et la question, j'ai bien aimé tout à l'heure votre question sur l'écoulement des stocks des fournisseurs, parce que concrètement, on a quand même du flux client, on a des gens qui s'intéressent de plus en plus au local et au bio, et ce serait dommage d'avoir des fournisseurs qui puissent ne pas écouler leurs marchandises, parce que ça va pas dans le sens de l'environnement, aller jeter des marchandises qui sont produites et tout. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en fait dans le local. On a bien compris votre petite annonce du coup pour retrouver des volumes avant de les jeter alors. Non, mais je pense que le consommateur, enfin, j'en suis même sûr, le consommateur aujourd'hui, il est de plus en plus sensible au local, parce que déjà, c'est des circuits qui sont plus courts, donc il n'y a pas d'histoire de transport, voilà. Et concrètement, le consommateur aujourd'hui, je prends le rayon fruits et légumes par exemple, il cherche de plus en plus des produits qui sont déjà produits en France. Et s'ils sont produits en France et qui sont produits avec un process maîtrisé et donc un process même biologique, local et compagnie, je suis persuadé que c'est clients qui, voilà, ça fonctionne, c'est clair. Et le prix parfois peut être aussi un frein. Et moi, j'ai des produits aujourd'hui où j'ai quasiment pas de marge sur le local, parce que j'estime que, enfin, je me mets à la place du consommateur, il faut payer le juste prix et il faut payer aussi le travail qui est fait derrière. Il ne faut pas qu'on soit déphasé par rapport à ça. Ça allait être ma question suivante. Est-ce que sur le prix, vous êtes davantage vigilant quand ce sont des produits locaux? Et je vais vous poser tous la même question. Est-ce que du coup, pour encourager les producteurs locaux et bio, vous avez des négociations qui se passent différemment avec des fournisseurs nationaux, avec des plus grosses entreprises? Du coup, Karim Soufari, vous nous dites que oui, effectivement, vous avez une politique qui n'est pas la même en fonction du fournisseur? Moi, j'accepte de payer en tant que consommateur, mais acheteur aussi et commerçant aussi. J'accepte de payer plus cher un produit qui a été produit localement, parce que c'est pas le même volume, c'est pas le même engagement, ils ont pas voilà, c'est pas je fais même des tests, hein. Je prends l'exemple des vinaigrettes, j'ai fait un test, j'ai demandé le prix de vente au consommateur et j'observe je suis les ventes pour voir comment se comportent les produits en rayon, et je suis prêt même à les baisser si je vois que ça fonctionne pas. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que et je pense que beaucoup raisonnent comme moi. Concrètement, moi, si j'achète un produit, c'est pour le vendre, mais c'est surtout pour faire connaître aussi le fournisseur qui est derrière, hein, clairement, et développer aussi sa production et son affaire, parce que c'est aussi des investissements, c'est aussi, voilà, je me mets à la place du jeune qui démarre ses rhums arrangés en Franche-Comté, et je me dis, tiens, il faut aussi l'aider, il faut l'aider à se développer. Pour l'aider à se développer, il faut acheter, il faut vendre. Et donc, oui, je rogne sur mes marges, clairement. Est-ce que Didier, Mayotte, vous avez la même pratique, que ce soit des fournisseurs locaux, des fournisseurs nationaux? Alors, il y a deux approches. Sur l'approche de négociation de prix, nous, les négociations de prix au niveau de notre coopérative, au niveau national, ce n'est pas nous qui nous en occupons. Et de toute façon, la négociation de prix, il y en a obligatoirement. Il ne faut pas être naïf. Mais après, c'est jusqu'où on va dans une négociation de prix. Et derrière, en ayant cette approche, notamment avec les producteurs, sur une approche commerce équitable, on a un engagement dans le temps, un prix fixé, etc. Au niveau local, nous, on ne renégocie pas le prix avec les producteurs locaux. Les seules fois où c'était pas de la négociation, c'est que c'est des producteurs qui étaient complètement hors cadre, c'est-à-dire que si on vendait leurs produits à ce prix-là, ils ne partaient pas du tout. Mais ça a été des cas très ponctuels, des gens qui démarraient, qu'on a accompagnés. Après, nos marges, nous, non, on ne fait pas, on n'abaisse pas les marges sur les produits locaux, parce que
nous, c'est 15%. Ça représente 15% de notre chiffre d'affaires. Si on abaisse la marge là-dessus, on est au juste prix sur l'ensemble des produits d'un magasin avec le volume qu'on a en production locale. Au contraire, il faut maintenir la marge pour continuer d'accompagner ces producteurs locaux. Et l'idée, c'est surtout d'être vigilant sur la marge globale du magasin, d'être au juste prix du producteur jusqu'au consommateur, mais on ne sacrifie pas la marge parce qu'on ne peut pas la compenser par autre chose. Donc on est vraiment au juste prix sur l'accompagnement global, mais surtout, on ne peut pas employer le terme commerce équitable avec un producteur local, puisque derrière la définition du commerce équitable, il faut à la base une coopérative de producteurs pour parler pour commerce équitable. Mais notre démarche, c'est quand même les partenariats. Il y a des producteurs, ça fait 15 ans qu'on travaille avec eux et on n'a pas dérogé. On a du jus de pomme de Salans, ça fait 15 ans. On a un ensemble d'acteurs, du morbier de chez Janin sur le premier plateau, ça fait 15 ans. Donc il y a cet engagement dans le temps. Et surtout, on se parle. C'est-à-dire que les problématiques de distribution sont pas les mêmes que les problématiques de production. Et quand on voit qu'on a un déphasage, on essaye de comprendre pourquoi et on trouve, mais alors tout le temps, une solution commune pour rectifier le tir et avancer ensemble. Et c'est surtout cette notion d'avancer ensemble. Ça, c'est notre projet local à l'identique de notre projet national. C'est qu'il faut obligatoirement qu'il y ait des partenariats entre les producteurs et les distributeurs pour pouvoir avancer. C'est vraiment les enjeux de demain. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, Joël, vous voulez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement avec les producteurs? Est-ce qu'en matière de fixation de prix, comment est-ce que ça se passe dans les AMAP? Nous, c'est très simple. On fonctionne avec des contrats à la saison, à l'année, en fait. La saison, elle commence au 1er mars, elle va jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante. Donc, nous, on n'intervient pas du tout sur le prix qui est fait par le producteur. C'est un contrat qui est établi au départ, et donc le producteur, l'adhérent, il remplit son contrat en prenant les tarifs que lui donne le producteur. Nous, on est complètement transparent. Là, on n'a aucune influence sur les tarifs. En principe, ces prix se maintiennent d'une saison sur une autre. Il y a rarement de problème au niveau des tarifs. Après, si discussions il devrait y avoir, ce serait uniquement entre adhérents et producteurs. Mais à ma connaissance, on n'a jamais eu cet exemple-là, quoi. Il n'y a jamais eu Mais je voudrais ajouter une chose. On parle beaucoup de production locale, de circuits courts et tout, mais moi, je pense que la chose principale politiquement qu'il faut mettre en place, c'est la mise en place de producteurs locaux. Parce que ne serait-ce si on prend l'exemple du maraîchage, en Franche-Comté, enfin sur le pays du Montbéliard, ils se comptent sur les doigts de la main, les maraîchers. Et puis encore, avec 5 doigts, on a largement assez, quoi. Donc, bien sûr, mais ça, on demandera effectivement à Nicolas de nous partager peut-être les difficultés que peuvent rencontrer les maraîchers pour s'installer en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a le problème du foncier, il y a le problème aussi des freins avec les aides pour le démarrage. Enfin voilà, il y a différents problèmes. Mais il nous faut, si on veut vraiment faire de la production locale, il faut des producteurs. C'est pas le tout d'avoir des magasins, mais il faut il faut des producteurs. Voilà. Effectivement, merci beaucoup. Pour terminer sur cette partie distribution, j'aurais une question. Alors, je ne sais pas si ce sera pour tous les trois ou seulement pour Didier Mayotte et Karim Soufari. Est-ce que vous vous interdisez certains produits aujourd'hui? Est-ce que des produits qui viennent du Pérou, qui ont fait 2 fois le tour de la Terre, ou est-ce que des produits suremballés, par exemple, ce sont des freins dans votre politique de distribution? Allez, peu importe, Didier. Non, mais nous de toute manière, on a nos cahiers des charges nationaux qui encadrent tout ça. On est évidemment majoritairement sur la production France. On s'interdit vraiment, par exemple, les oranges. Ce sont uniquement des oranges pour tour méditerranéen. On s'interdit les oranges d'Amérique du Sud.
On est sur la saisonnalité, hein, c'est-à-dire que dans nos magasins du Ça, mois c'est de... vous, le magasin de Besançon, ou c'est tout le réseau Biocop? Ça, c'est tout le réseau Biocop. Ça, D'accord. c'est vraiment nos cahiers des charges, c'est-à-dire on met le pied dans un magasin Biocop du mois de novembre au mois de mars. On ne peut pas avoir de tomates, d'aubergines, de courgettes. Voilà, ça, c'est nos cahiers des charges. Tout ce qui vient de plus loin, c'est ce qu'on ne trouve pas en France. Café, thé, chocolat. Et là, on a des obligations à ce que ce soit bio et commerce équitable. On a l'obligation d'avoir les deux approches. Voilà, globalement, plein d'autres choses, mais je ne vais pas tout développer. Sur évidemment, tout ce qui est emballage, eh ben, c'est les enjeux d'aujourd'hui et de demain, mais nous, on essaie de vendre au maximum en vrac. Fruits et légumes, c'est toujours déballé. Et ça arrive, maintenant, on a sur nos cahiers des charges avec les maraîchers, on leur fait changer un certain nombre de choses. C'est-à-dire, par exemple, les salades, on leur demande à ce que ce soit enveloppé, plus dans du plastique, mais dans du papier. Les barquettes de fraises, on leur a demandé de supprimer les barquettes en plastique. Mais par exemple, ça paraît simple pour nous, distributeurs, mais c'est très, très compliqué pour un maraîcher. Parce que quand il va sous la pluie, quand il n'est pas sous tunnel, ramasser ses fraises et qu'il a des barquettes en carton, c'est une problématique. Donc, il a fallu que ce soit travaillé conjointement pour avancer avec ça. Donc, voilà. Et puis, les enjeux, là, on a notre congrès national dans quelques mois et là, on va prendre des partis très forts, notamment sur tout ce qui est diminution des emballages plastiques. Et là, ça dépasse, mais c'est juste pour expliquer, on a voté quelque chose de très fort en congrès national il y a maintenant 5 ans, c'est l'arrêt de vente en bouteilles plastique. Donc, on n'a plus d'eau plate dans nos magasins parce qu'on a considéré très majoritairement que c'était beaucoup de transport, beaucoup de plastique et beaucoup de marketing. Très bien. Merci beaucoup, Didier. Karim Soufari, je vous pose la même question. Est-ce que vous vous interdisez aujourd'hui dans vos magasins des produits et est-ce que vous êtes vigilant sur cette question du suremballage? Alors, concrètement, je sais que donc je parle au nom de l'enseigne, je fais confiance à nos acheteurs par rapport à ça, parce que je veux juste rebondir d'abord sur nos accords avec les fournisseurs. On a aussi, nous, des accords avec les fournisseurs locaux, hein, puisque aujourd'hui, on ne peut pas travailler un fournisseur sans avoir au préalable signé un accord avec lui. Alors, même si c'est un petit fournisseur, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est dans l'obligation d'écrire un accord entre nous. Après, il y a parfois des tout petits fournisseurs qui démarrent et qui vont se développer si nous, on est là derrière et qu'on les appuie. Je prenais l'exemple de 2 fournisseurs, mais on en a tant d'autres où il y a des accords aussi régionaux qui sont signés avec eux, avec bien sûr un accord tarifaire et en fonction de la production qu'ils ont et des volumes qu'ils font avec l'enseigne, avec des tarifs qui sont maîtrisés. Et sur la question des emballages, moi, je fais confiance à l'enseigne et tout le monde est dans l'optique de diminuer en fait les emballages. Donc, pour ma part, je ne peux pas répondre au nom de l'enseigne en disant le point d'avancement, mais je sais que c'est quelque chose qui est sensible et bien entendu qu'on y travaille. Voilà, tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez la possibilité de nous poser des questions au fur et à mesure de cet échange. Étienne, je te laisse la parole pour une question, il me semble. Oui, merci. Cet après-midi, avec Anne et Amandine, nous étions dans une structure d'insertion qui fait de l'agriculture bio et qui nous disait, mais nous, on peut faire encore plus de salades. Hein, j'en reviens à ce que disait M. Soufari tout à l'heure. Mais pour produire plus, ben, on a des besoins en tunnel, en eau, en semences, en frais de personnel. Ma question, c'est est-ce que les circuits de distribution tels que Biocoop ou les grandes distributions peuvent être amenés à aider
des producteurs, soit à acquérir du foncier, soit à acquérir du matériel. Peut-être Karim Soufari pour la réponse. Ouais. Écoutez, moi j'ai travaillé l'année dernière, j'ai fini mon cycle postulant, donc futur associé, dans un magasin dans les Vosges et l'associé, on avait une responsable fruits et légumes en fait qui travaillait dans le magasin et son mari était agriculteur et en fait il développait tout ce qui est méthanisation et l'associé était prêt à, je me souviens parce que je trouvais ça très intelligent de sa part, prêt à investir en fait justement sur la récupération en fait de la chaleur que produisait la méthanisation pour faire justement des laitues, des choses comme ça. Donc oui, je pense que en fait comme tout chef d'entreprise, il y a à mon avis beaucoup d'associés qui sont prêts à s'investir et à investir financièrement dans le local. Et la grande difficulté qu'on a, et vous le disiez tout à l'heure, en Franche-Comté, on a très peu de maraîchers de production locale. Effectivement, c'est peut-être des pistes d'évolution à chercher pour développer le local. Très bien. Didier, est-ce que vous voulez répondre aussi à cette question? Oui, la question, alors jusqu'à présent, nous, on ne l'a pas fait au niveau local, on n'a pas accompagné, autant on accompagne dans la durée, mais à financer un accompagnement auprès de producteurs, on ne l'a pas fait jusqu'à ce jour. Sur notre coopérative de salariés, on est 18 salariés associés sur les 30, c'est des réflexions que l'on a, alors à notre petite échelle, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on peut pas, voilà. Et puis au niveau national, alors là, sur l'approche commerce équitable, même puisque maintenant on a le droit de dire commerce équitable France, sur l'accompagnement, il ne faut pas oublier que le troisième volet du commerce équitable, c'est la prime de co-développement, c'est-à-dire que quand on achète à une coopérative de producteurs, on reverse 1% des achats, qui est la prime de co-développement. Et nous, au niveau national, cette prime de co-développement, les coopératives de producteurs s'en servent pour mutualiser des outils, des silos de stockage. Voilà, ça sert à ça, cette prime de co-développement. Très bien, merci beaucoup. Anna, je te laisse la parole pour une question qui a été posée sur le chat. Oui, bonsoir. Édouard Descouvières, qui s'occupe du collectif du champ à l'assiette, nous fait remarquer l'importance de parvenir à une autonomie alimentaire sur les bassins de vie et qu'en fait, on oublie trop souvent que l'autonomie alimentaire sur un bassin de vie tel qu'actuellement, par exemple, sur le pays de Montbéliard, elle est limitée en fait. On n'a pas, sans les camions sur les routes, sans des circuits de distribution et d'approvisionnement qui font parfois de longues distances, en fait, on n'aurait pas de quoi nourrir nos propres habitants à proximité. Il y a un outil de Terre de Liens, je crois que Terre de Liens est une association à la base, qui aide à mobiliser des fonds pour pouvoir acquérir des terres agricoles pour y installer des maraîchers et des agriculteurs, qui permet de mesurer la capacité, le besoin en installation d'agriculteurs sur un territoire donné, et que pour le cas du pays de Montbéliard, qui est un bassin industriel, il faudrait 6 000 paysans, dont 3 000 maraîchers. Et Édouard Descouvières insiste sur l'importance de la volonté politique pour soutenir ces installations. Donc, on dira un petit mot de la fin en tant qu'écologiste, ce que nous, on propose à la fin de ce débat, avant de vous quitter. Mais voilà, il insiste sur l'importance de la volonté politique, de l'accompagnement de l'installation, et puis d'accès à la terre pour les petits paysans. La notion de petit, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est de dire il faut aussi du foncier sur des petites surfaces. Tout le monde ne veut pas grossir, mais mieux vaut multiplier les agriculteurs et les paysans. Et surtout, c'est de l'emploi, c'est une politique d'emploi d'avenir et d'emploi durable, puisque Édouard souligne que c'est presque autant de salariés que Peugeot, et en plus les salariés de Peugeot, eux aussi, doivent manger, qu'ils soient cadres, ouvriers ou quel que soit le secteur d'activité où on travaille, ne pas opposer l'économie et l'alimentaire, puisqu'en fait, on a tous besoin de manger. Merci beaucoup, Anna. Merci. Je vais passer la parole à Nicolas et on va parler cette fois-ci de la filière et des maraîchers, des conditions de travail aujourd'hui des agriculteurs. Est-ce que, Nicolas, vous pouvez nous partager votre point de vue en tant
maraîchers en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les réseaux de distribution que vous avez choisis, vous, aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Et quelles seraient les propositions que vous pourriez faire ou dont vous auriez besoin pour pouvoir vous développer? Donc, nous, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur un hectare, donc à 2, hein. Donc, on ne peut pas fournir des gros magasins comme Hyper U, tout ça non plus. Et sachant que c'est un jardin pédagogique aussi, où je vous disais, on est en association, donc c'est produit par des bénévoles. Nous, on est juste là pour la transmission avec Virginie. Mais bien sûr, les produits sont valorisés par la vente directe, donc directement aux consommateurs sur le jardin. Donc, on est une association, donc nos produits sont vendus, on va dire, au prix de l'intensif en magasin. Donc, une botte de radis de 250 grammes, et on va dire, elles font souvent plus de 350 grammes. On la vend à 1,50 € à peu près aux consommateurs. Donc, voilà, donc on n'est pas comme un maraîcher en bio, donc on n'a pas le label bio non plus. Hein. Nous, nos circuits de distribution, comme je vous dis, c'est la vente directe, et aussi on vend à quelques boulangeries. Donc, et c'est pas forcément nous qui allons les chercher, mais c'est plutôt eux qui viennent vers nous, on va dire, parce qu'ils sont aussi à la recherche de local, en fait. Tous les artisans, on va dire, tous les artisans qui travaillent dans la restauration, donc restaurant, hein, malgré qu'il soit fermé en ce moment, donc on n'a plus de demande. Tout ça, ils veulent bien faire leur métier, donc ils s'adressent quand même vers des producteurs comme nous, ils nous cherchent. Et on va dire qu'ils sont prêts ils ne regardent pas les prix non plus, hein. Ils ne regardent pas les prix. Donc ils savent que c'est produit dans la région, ils savent le temps qu'on y met. Comme vous disiez, donc nos problèmes de production, nous, on produit tout à la main, donc sur un hectare à 2 personnes. Hein, donc, nos problèmes de production, si on serait que 200 bénévoles, ça serait la main-d'œuvre, hein, tout à la main. Vous comprenez que c'est pas. Voilà. Et après, le problème, c'est quand on veut produire plus, on est obligé d'investir. Et il y a souvent des maraîchers qui ont peur de l'investissement, on va dire. Hein, donc, je parlais cet après-midi, enfin ce matin, quand quelques personnes sont venues visiter le jardin, je disais que en fait, c'est bien d'être suivi, autant pour le foncier que pour l'achat de matériel, tout ça, d'avoir en quelque sorte faudrait quelqu'un qui coach les jeunes qui sortent de l'école. Voilà, ils sortent de l'école, c'est souvent des jeunes qui sortent de l'école qui veulent s'installer. Hein. Donc, problème à la terre parce qu'ils n'ont pas de parents paysans qui ont 10 hectares ou bien souvent, hein, c'est ça. Et le problème, c'est le terrain, quoi. Le terrain pour produire. Et Nicolas, je rebondis sur le fait que vous ne soyez pas le label bio aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive ce choix-là? Déjà, est-ce que c'est un choix? Et si oui, est-ce que c'est une histoire de coût? Est-ce que c'est une volonté politique? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas le label bio? En quelque sorte, c'est un choix. C'est un choix, oui, c'est un choix. Parce que nous, notre association promotionne l'agriculture naturelle. Donc, on va plus loin que le bio, malgré que ça soit bio, hein, bien sûr, mais on essaye d'aller plus loin que ce que impose le cahier des charges bio. Hein, donc, on s'interdit tout produit en bouteille acheté en magasin. Donc, on fait tout nous-mêmes, comme je le disais ce matin, décoction, infusion, on travaille avec les insectes, etc. Sachant que dans le cahier des charges bio, bien souvent, il y a très peu, hein, mais il y a quelques traitements chimiques qui sont autorisés. Donc, si c'est selon le bon vouloir aussi du paysan, de travailler avec des variétés aussi F1. Voilà. Nous, on travaille qu'avec des variétés anciennes, donc vraiment pour être sur un légume qui va être vraiment sain, totalement sain,
parce que du bio qui vient d'Espagne, je ne sais pas s'il est totalement sain. Ok, effectivement, c'est une autre question des labels dans les autres pays européens et hors UE. Voilà. Est-ce que, du coup, par rapport à votre production, vous envisagez d'autres moyens de distribution qu'aujourd'hui, ce que vous avez à disposition, la vente directe et puis parfois la restauration collective? Ouais, ben nous, vu notre petite surface, on arrive très bien à s'en sortir comme ça, hein. Après, c'est vrai que souvent, par exemple, là, dernièrement, on a fait du radis, donc on est obligé de faire minimum 20 mètres de radis. On en vend peut-être 2 mètres en ce moment parce qu'il y a moins de clients, les gens se déplacent moins au jardin, tout ça. Donc là, par exemple, on va acheter, parce que maintenant ils sont creux, on va acheter peut-être, je sais pas, 15 kilos de radis, hein, par exemple. Ce qui pourrait nous sauver. En fait, on cherche, il n'y a aucun appel, hein, mais on cherche un magasin qui serait prêt à nous prendre, on l'appelle. Voilà, là, on a 15 kilos de radis, on vous les laisse à temps. Voilà, on baisse le prix, on vous les laisse à temps. Est-ce que vous pouvez les prendre? Il y a quelqu'un qui est réactif, qui peut nous les prendre tout de suite, quoi. Oui, il vous faudrait un partenaire ponctuellement, finalement, pour En gros, c'est ça, pour une petite surface, c'est ça. Parce que nous, on pourra jamais produire pour, je ne sais pas combien passe de clients à l'Hyper-Udex d'un coup, on y a déjà été, mais c'est énorme dans une journée. Mais Je vous effectivement, entends. il peut y avoir des choses faites ponctuellement. J'ai une question, Nicolas, pour vous de la part d'une personne sur le chat qui demande si les collectivités territoriales de Bourgogne-Franche-Comté jouent le jeu des circuits courts dans la restauration collective. Est-ce que ça, vous avez une idée? Est-ce que vous pensez que les collectivités jouent le jeu? Est-ce qu'on vous sollicite? Est-ce que vous avez des On a de retours la de la part demande, de… on a des personnes politiques qui seraient prêtes à s'engager, à nous prendre pour leur cantine. Par exemple, la cantine de l'école qui est juste à côté de notre jardin. Mais c'est toujours pareil, nous, on ne peut pas produire pour autant de gamins et tous les jours, quoi. Mais on a de la demande. Ok, Mm. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a eu une question sur la grande distribution. Étienne, est-ce que tu veux poser la question? Oui, c'est sur Facebook, c'est un Thomas qui demande, alors je pense qu'il pose la question à nous tous, hein, c'est croyez-vous au 100% bio? Donc on va dire oui, mais et sinon, quelle part faut-il pour le bio et pour le conventionnel dans vos rayons? Alors je ne sais pas si pour Biocoop c'est peut-être un petit peu plié, on connaît à peu près la réponse, mais pour Système U ou les magasins équivalents, style Intermarché et autres, quelle est la part du bio actuellement et est-ce qu'elle est en progression? Oui, elle est en progression d'à peu près 10% par rapport à l'année dernière et ça évolue chaque année. Après, au niveau du nombre de références, on a à peu près 1000 références en produits bio. Si je prends donc l'épicerie sucrée, l'épicerie salée, les produits frais, voilà, et on a souvent aussi des ratios, enfin souvent, mensuellement, on reçoit un bilan, en fait, magasin par magasin, des évolutions de chiffres sur ce segment, avec le poids de chiffre d'affaires que ça représente sur le magasin, et c'est en perpétuelle évolution. Maintenant, comme dit, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le consommateur fait la différence. Je ne suis pas sûr qu'il est vraiment bio pour le consommateur aujourd'hui. Ça veut pas forcément dire local et local ne veut pas forcément dire bio. Et je pense qu'il y a vraiment des explications à apporter aux consommateurs par rapport à ça. Et nous, on essaye au maximum sur les producteurs locaux de vraiment donner les origines, si le produit est bio, s'il est local, s'il n'est pas bio, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a un manque d'information auprès du consommateur et il y a un travail à faire aussi là-dessus, sur la sensibilisation d'acheter local, d'acheter bio. Mais on voit quand même que ça évolue d'année en année. Il y a quand même, et c'est les chiffres qui parlent,
Et concrètement, on a encore énormément à faire, j'en suis persuadé. Et je réponds aussi à la question du monsieur, alors j'ai pas le nom, hein, tout à l'heure qui parlait de l'écoulement de ces radis et tout ça. Clairement, je pense qu'il y a aussi une démarche à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de magasins en France aujourd'hui qui sont ouverts à récupérer des radis plutôt que de les jeter. Et c'est même pas une histoire de prix. Je pense que c'est du bon sens. Et il faut vraiment pas hésiter parce que on parlait d'un certain nombre de clients. Effectivement, on a du trafic en magasin. Après, chaque consommateur nous, on laisse la liberté au consommateur de choisir en fonction de ses moyens aussi et en fonction de ses convictions, d'acheter en fait ce qu'il souhaite acheter. Et bien évidemment qu'on a envie de développer cette partie locale parce que c'est aussi l'image de la région, c'est aussi des emplois. On parlait d'emplois tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment des partenariats à créer encore plus fort que ce qui existe aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour ce retour. J'ai une question, du coup, Anna, qui est pour toi. Est-ce que la région peut acheter du matériel agricole pour prêter aux jeunes qui s'installent? Alors, bon, ce que la région pourra faire, c'est déjà aider à l'équipement des CFPPA pour qu'ils gardent un bon niveau d'équipement, y compris en agriculture biologique, parce qu'il y a des outils spécifiques pour travailler les sols. Les régions peut-être pas elles-mêmes financer le matériel au sein de la région et le prêter, mais on a dans notre programme de créer des espaces ad hoc justement pour aider à l'installation de ces jeunes. Et on pense notamment soutenir beaucoup plus les espaces tests. Les espaces tests, c'est un ou plusieurs maraîchers d'un territoire donné qui accueilleront des apprenants et des futurs installants. Et on en a parlé avec les éco-jardins, on en a parlé avec les jardins d'idées. On pourrait travailler ça, et ça existe sur Besançon, l'espace test qui est appuyé sur le réseau de Cocagne. Et là, la région pourra aider à financer cette mission d'espace test, puisque les compétences de la région sont sur la formation professionnelle et également sur l'équipement en tant que structure agricole, de recevoir une aide à l'investissement dans du matériel. Donc oui, comme outil d'installation, oui, on peut tout à fait mettre en place des leviers pour permettre à ces jeunes installants d'utiliser et d'apprendre et ensuite de s'équiper au moment de l'installation de matériel adapté et performant. Merci beaucoup. J'ai une question, Nicolas, pour les maraîchers, pour les agriculteurs. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux plateformes de vente en ligne ou alors même aux plateformes qui pourraient vous servir d'intermédiaire avec des magasins de la grande distribution ou de la distribution spécialisée? Alors vous, peut-être que ça vous intéresse pas directement, mais est-ce que vous avez une idée, un retour de la part d'autres maraîchers ou d'autres éleveurs ou agriculteurs? Non, pas forcément de retour. Pas forcément de retour. Et comment est-ce que vous percevez, par exemple, des organismes type La Ruche ou qui pourraient vous mettre en relation directement avec des consommateurs ou alors des plateformes qui pourraient vous permettre justement de récolter vos stocks et ensuite aller les proposer aux distributeurs? Nous, on n'a pas vraiment de contact encore avec toutes ces plateformes. On n'a pas encore, on avait essayé de s'inscrire sur La Ruche, mais l'inscription n'a pas fonctionné. Voilà. Après, Okay. on n'a pas forcément. Voilà, c'est. Est-ce que, Joël, je peux vous poser cette question-là aussi parce que vous connaissez les producteurs et les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que le fait de créer des plateformes qui pourraient servir de relais ou d'intermédiaire entre les agriculteurs et les distributeurs, ce serait quelque chose de judicieux, ça pourrait les aider? Oui, effectivement, ça pourrait les aider parce que le problème qui se pose, c'est souvent la logistique, en fait, quand on veut alimenter une cantine, la restauration collective ou un magasin, il faut avoir suffisamment de production pour pouvoir satisfaire tous les gens qui sont demandeurs. Et effectivement, le fait d'avoir des plateformes qui réuniraient
plusieurs producteurs de façon à avoir une logistique efficace, ça peut être une solution, oui, c'est sûr. Oui, je pense, oui. Didier, je vous donne la parole. Oui, mais il ne faut pas parler au futur, hein. Ces plateformes, elles existent. Il y en a une qui existe à J, en Haute-Saône, qui s'appelle Cbio, qui s'appuie en plus sur une structure qui s'appelle l'AFSAM, qui est une entreprise adaptée, qui permet à des personnes qui ont des difficultés psychologiques ou physiques de travailler en milieu rural. Ils ont 30 hectares de maraîchage, ce qui n'est pas rien. Donc, ils sont capables de diffuser. Ils font déjà le travail. Ils font le travail à la fois vers la restauration collective, à la fois, nous, on se sert chez eux, par exemple. Et puis, par le biais d'Interbio Franche-Comté, qui regroupe, qui est l'interprofession des métiers bio et des producteurs et des distributeurs en Franche-Comté, est en train de se créer également une plateforme Manger Bio, qui a pour vocation également, alors qui va démarrer plutôt vers la restauration collective, mais qui a également vocation après à pouvoir diffuser auprès des magasins spécialisés. Tout ça pour rationaliser, alors vous l'avez évoqué pour un petit peu amener des volumes parce qu'un seul producteur ne peut pas fournir, donc c'est un aspect mutualisation. Et puis derrière, il y a aussi un aspect limitation des kilomètres parce que les petits producteurs sillonnent la Bourgogne-Franche-Comté pour aller livrer à droite à gauche en impact. Il y a des études qui ont été faites en impact carbone. Voilà, c'est pas terrible, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Je gardais la parole, Didier, parce que j'ai une question pour vous. Est-ce que donc Biocop ou Hyper-U pourrait, à titre d'exemple, comme les AMAP le font, créer des contrats d'achat annuels pour garantir un revenu pour les agriculteurs ou les producteurs? Et est-ce que vous pourriez vous engager comme ça sur une année? Mais il ne faut pas parler une fois de plus au futur. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. D'accord, okay. Et comme l'a dit Monsieur Soufari, on a aussi des obligations vis-à-vis de ça. Maintenant, ce qu'il faut bien entendre, parce que je ne sais plus le prénom du maraîcher, mais la notion on peut pas fonctionner en notion de surplus, hein, de dire est-ce qu'il y aurait pas un magasin qui serait prêt à prendre mes surplus, parce que justement si on veut s'engager avec des producteurs et s'engager avec eux sur l'année, ça veut dire que si on s'engage avec eux et qu'on prend des surplus ou qu'on fonctionne sur ce qui s'appelle du one shot avec une quantité de producteurs pour avoir le moins cher possible, on n'est pas dans de la construction de filière et on s'engage pas dans le temps. Donc pour s'engager dans le temps, il y a bien deux parties. Il y a un distributeur, il y a un producteur et qui s'engage, mais on ne peut pas fonctionner sur les surplus parce que ça vient déstabiliser tout le travail qui est fragile et qui est de construction longue de partenariat avec des producteurs et des maraîchers. Très bien, merci beaucoup pour ce retour. Anna, j'ai une question pour toi. Est-ce que les collectivités, la région peut aussi s'engager pour alimenter les lycées auprès de producteurs ou de maraîchers? Il me semble que oui, on a l'exemple de ce qui a été fait à Lons-le-Saunier, mais du coup, est-ce qu'on peut répondre? Oui, clairement, c'est un des leviers sur lesquels on misera le plus et c'est de plus en plus le cas dans beaucoup de régions d'utiliser, les départements aussi, d'utiliser le levier de la restauration collective pour donner des issues et des débouchés et vraiment permettre de motiver à la production alimentaire biologique. Il y a en agriculture de proximité et en agriculture biologique de proximité, ce serait d'utiliser ces deux critères-là. Et il faut quand même aussi noter à ce moment-là sur l'importance aussi d'accompagner la végétalisation de l'alimentation. Ça ne veut pas dire supprimer la viande complètement, mais on a besoin aussi pour respecter les critères carbone, d'émissions carbone sur notre région, au même titre qu'au niveau de l'État, de l'Europe, bien de végétaliser cette alimentation. Et donc, le levier de la restauration collective, il est vraiment intéressant parce qu'il va nous permettre à la fois de bien nourrir les enfants et les apprenants, mais aussi de faire de la pédagogie, de montrer qu'on peut cuisiner différemment
sans amener d'un produit carné à chaque repas, et de travailler les filières en amont pour pouvoir développer ces légumineuses et les apports en protéines différents que ce soit uniquement l'élevage. Et si élevage il y a, ce sera uniquement de l'élevage sans transport d'animaux, et un maximum que les animaux soient nés, élevés et abattus dans le périmètre régional. La restauration collective, c'est vraiment un levier passionnant pour que les enfants mangent bien, les adultes aussi, hein, les adultes en formation, les lycéens, et soutenir les filières agricoles de proximité. Merci beaucoup. Karim Soufari, je vais vous poser la même question qu'à Didier Mayotte tout à l'heure sur le fait de pouvoir créer un contrat d'achat annuel pour garantir un revenu pour les agriculteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible sur les réseaux U? Alors, des engagements, on en prend avec tous les fournisseurs avec lesquels on travaille. Hein, je rejoins M. Mayotte, c'est une chose qu'on sait faire. Après, je rebondis sur l'histoire du surplus et du partenariat. Et effectivement, il a raison sur le fait de dire que une coopération, ça se construit sur du long terme, et on doit garantir des partenariats forts avec des engagements des deux parties. Maintenant, moi tout à l'heure, je raisonnais surtout, il peut arriver par des circonstances parfois un petit peu difficiles, hein, comme le Covid par exemple, qu'il y ait des problématiques d'écoulement de stock, et de faire un one-shot pour aider quelqu'un qui est dans la difficulté. Je pense que c'est aussi notre rôle. Et voilà. Et moi, 15 kilos de radis, oui, effectivement, on peut écouler facilement. Donc, je raisonnais plus en termes d'environnement que de dire c'est pas du partenariat ou voilà quoi. Donc, je pense qu'il faut distinguer ces deux choses. Mais bien sûr qu'on peut s'engager sur un contrat d'1 an, 2 ans, on sait faire. On sait faire. Très bien, merci beaucoup. Et l'idée, c'est de tester au départ, voir les volumes qu'on peut faire, et de garantir ces volumes-là sur du long terme. Et généralement, c'est les volumes qui évoluent. Si les produits se plaisent aux consommateurs, c'est des choses c'est des choses qu'on sait faire, sans problème. Et est-ce que les producteurs ou les maraîchers, du coup, sont rémunérés en amont dans ce type de contrat là, par rapport à un accord annuel, ou est-ce que c'est une rémunération au fur et à mesure des livraisons ou de ce qui est fait? Mais en fait, il y a des délais de paiement. Hein. Aujourd'hui, c'est des conditions générales de vente. Généralement, c'est celui qui nous fournit la marchandise qui les fixe, et avec un délai de paiement, et on respecte ces délais. On peut très bien payer quelqu'un à 30 jours, en fait, à 10 jours, à 15 jours, c'est lui qui fixe ses conditions générales de vente. Donc, bien sûr, à réception de la marchandise, en fonction de ces conditions générales de vente, on règle nos factures. C'est le fournisseur qui les détermine. Ok, merci beaucoup. J'aimerais revenir maintenant sur cette partie du rôle de la région. Et je vous propose, ce sera certainement Anna qui va pouvoir nous éclairer, comment est-ce que la région peut soutenir la filière et permettre aux citoyens d'accéder à une alimentation locale de qualité, et comment est-ce que on peut aider à cette distribution et soutenir à la fois la filière de production, mais également aider à une distribution plus fluide. Donc, on en s'est parlé de plateformes, on a parlé de la question du foncier, de l'accessibilité des terres. Est-ce que, Anna, tu veux répondre à ces enjeux-là? Bien, je pense que j'aurais laissé réagir un petit coup avant les intervenants, savoir s'ils attendaient des choses de notre part. Et puis, je terminerai, si tu veux bien qu'on le fasse dans ce sens, très bien. Comme ils ont eu aussi cette demande. On commence du coup par Didier Mayotte. Je vous pose la question, comment est-ce que vous pensez que la région peut soutenir à la fois les filières et à la fois la distribution, l'organisation de cette distribution? Je pense que le soutien qui peut être apporté par la région, c'est déjà principalement
l'aide aux producteurs. L'aide aux producteurs, alors moi je parle toujours d'agriculture biologique, hein, désolé, mais il faut accompagner l'aide à la conversion. Il y a des aides nationales, mais il faut que la région puisse poursuivre, parce que ça a été fait, hein, mais poursuivre ça. Et puis je pense qu'il faut vraiment accompagner les outils collectifs dont on a parlé, c'est-à-dire ces plateformes régionales qui permettent d'accompagner, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le modèle agricole que l'on voit au-delà de l'agriculture biologique, mais avec des fermes à taille humaine, avec des fermes qui permettent aux paysans de vivre, il faut derrière convertir le plus possible en bio et raisonner sur ces plateformes, distribution magasin, mais également restauration collective. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et puis après, l'accompagnement aussi de tous ces réseaux de vente directe, parce que les réseaux de vente directe, ils sont fondamentaux, et plus on arrivera à faire de la vente directe sur le territoire, mieux ce sera, parce que c'est vraiment là que le paysan fait sa valeur ajoutée par la vente directe. Et on voit qu'il y a une demande des consommateurs. Après, nous, on est là aussi pour amener ce complément, parce que on a beau vouloir avoir notre autonomie sur le territoire, ne nous leurrons pas, quoi. On aura toujours besoin, en dehors des saisons, d'avoir des compléments de production. Très bien, merci beaucoup. Karim Soufari, du coup, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez une idée comment est-ce que la région pourrait soutenir à la fois les filières et la distribution? Comment on pourrait être aidant par rapport à ce soutien des producteurs locaux et la distribution? En fait, je crois que tout à l'heure, on a évoqué des aides sur les jeunes qui démarraient dans la vie active. Moi, je crois que c'est le démarrage de tout, en fait, c'est la production. En fait, c'est développer la production locale et les circuits de distribution. Nous, on est là. Donc, si derrière, on a les produits, on sait, on est commerçant et on saura les vendre. Mais je crois que la problématique, effectivement, M. Mayotte en a parlé aussi, c'est la production, en fait. Et je crois que la région, à mon avis, ouais, je pense qu'on vous attend plus là-dessus, quoi. Trouver de la production et aider les jeunes. Relocaliser de la production, effectivement. Tout à fait. Et je voulais juste dire à M. Mayotte, j'ai beaucoup de respect pour votre enseigne et je la suis depuis quelques années. Et je trouve que vous êtes une très belle enseigne et une des premières en bio. Et effectivement, nous, on n'est pas spécialiste du local et du bio, mais on essaye chacun, et en tant qu'indépendant, de développer au maximum le circuit local avec l'expérience qu'on a. Vous avez beaucoup plus d'expérience que nous sur ce sujet et on aimerait aussi aider le local à notre façon. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Mais alors, je peux juste me permettre, c'est pas juste pour retourner le compliment. Ces petits échanges. Mais vous êtes aussi une enseigne qui est reconnue pour l'ensemble du travail qui est fait sur le territoire et autour de la production locale. Et je pense, c'est peut-être pas pour rien si vous êtes aussi, si on est ensemble ce soir, c'est parce que peut-être comparé à d'autres enseignes de la distribution, vous avez, et puis vous êtes structuré aussi en coopérative, en coopérative au niveau national. Et voilà. Et puis, on a un certain nombre d'anciens de chez Système U aussi qui sont dans notre réseau et avec qui on a beaucoup, ils échangent beaucoup aussi sur l'approche qui est faite. Merci. Merci à tous les deux pour ces témoignages. Joël, l'avocat, je vous donne la parole. Est-ce que pour vous, quelles sont les pistes pour que la région puisse soutenir à la fois les producteurs locaux bio et les distributeurs, les AMAP, voilà, développer la distribution? Moi, je vais déjà revenir sur le fait qu'il faut aider les producteurs à s'installer surtout.
Parce qu'on a besoin, si on veut avoir une véritable production locale, il faut qu'on ait des producteurs. Que ce soit en maraîchage, en paysan boulanger, en paysan fromager, enfin, etc. On a besoin de producteurs. Donc, il faudrait que la région, enfin, les collectivités locales, quelles qu'elles soient, facilitent l'accès au foncier. Parce que c'est ça le grand problème des jeunes, des porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent s'installer, c'est l'accès au foncier. Donc, il faudrait qu'il y ait une véritable politique d'accès au foncier pour toutes les personnes qui veulent s'installer. Il y a aussi le développement des espaces tests, des couveuses qui permettent à un certain nombre à des débutants, disons, de se faire la main sur un petit terrain, enfin un terrain qui leur est prêté ou qui leur est alloué quelque temps, afin pour pouvoir apprendre pendant 2 ou 3 ans et ensuite pouvoir voler de leurs propres ailes pour s'installer dans leur métier, quoi. Voilà, c'est quelques pistes comme ça qu'il faudrait étudier. En ce qui concerne la distribution, moi je suis partisan de la MAP parce que c'est quelque chose qui est complètement hors commerce, quoi, en fait, hein, qui n'a aucune. On ne cherche pas à avoir un chiffre d'affaires ou faire du bénéfice. On n'est pas dans les mêmes conditions, effectivement, mais on a encore besoin, de toute façon, de la distribution classique parce qu'on n'est pas capable de tout produire et de tout distribuer en Franche-Comté. On a besoin aussi de produits qui viennent de l'extérieur. Donc, voilà, c'est des pistes comme ça qu'il faudrait voir, quoi. Très bien, merci. Nicolas, je peux aussi vous laisser la parole pour cette même question, à savoir comment est-ce que la région peut aider les producteurs, d'après vous, les éleveurs, les agriculteurs en Bourgogne-Franche-Comté, et voilà, comment est-ce qu'on pourrait accompagner, vous aider à vous développer J'en reviens à ce que dit Joël, hein, c'est toujours l'accès au foncier. Donc, nous, aujourd'hui, on a la chance que le terrain nous soit prêté gratuitement par le centre de Grange-la-Dame. Mais demain, si moi, je veux m'installer avec les peu d'économies que j'ai, comment je fais? Donc, l'idée, ça serait pourquoi pas que la région achètent des terrains, mettent les jeunes dessus, regardent sur 2-3 années le chiffre d'affaires et ensuite revendent le terrain aux jeunes. Ça peut être une solution voilà, pour l'accès au foncier. Et après, avec les économies que le jeune a, installe ses serres, voilà, avec les... Mais vraiment, c'est l'accès au foncier, trouver le terrain. Aujourd'hui, des gros producteurs céréaliers, si on a 2 hectares dans le même village où produit le céréalier, la terre, c'est sûr que c'est pour lui, hein. On n'a pas... Nous, le producteur, il n'a pas son mot à dire, on lui donne tout de suite la terre. Et, donc voilà, c'est aussi ça. Et après, pour la vente, je suis pas. Nous, on fait notre vente directe sur le jardin, donc pour la vente, j'ai pas tellement d'avis, quoi. Mais Ok. c'est vraiment installer des maraîchers, installer des jeunes, l'accès à la terre, et puis c'est surtout comme ça qu'on produira, parce que comme disait tout à l'heure monsieur, le principal c'est la production. Sans production, il n'y a pas de légumes. Effectivement, et on constate qu'aujourd'hui, les distributeurs sont en demande, en tout cas. Donc, c'est plutôt positif. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Anna, je te donne la parole maintenant, du coup, pour répondre à cette question et peut-être revenir sur cet aspect foncier et sur le rôle de la région. D'abord, j'apprends que le réseau Biocoop recycle les membres du réseau U, donc c'est tout à fait dans nos valeurs, c'est chouette. Merci pour ces intervenants engagés tous à leur façon. Bien sûr, en tant qu'écologistes, nous sommes des consommateurs, mais nous sommes avant tout en écologie politique, en tant que futurs responsables politiques. On va être là pour réorganiser aussi la façon de produire, consommer, d'accompagner.
On va pas créer des fermes de production de collective et nationaliser ou régionaliser tout ça, mais d'accompagner les plus vertueux et de trouver les leviers pour soutenir ceux qui font l'effort de se transformer, y compris comme on le voit sur des réseaux d'hypermarchés que sont le réseau U. On a le foncier, bien sûr, pour pouvoir consommer, il faut pouvoir avoir des personnes qui produisent. Et effectivement, le foncier, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. On travaille fortement, en lien notamment avec la Confédération paysanne, qui nous, on regarde attentivement leurs propositions sur ces sujets. Le foncier, il s'agit de savoir le détecter, savoir le localiser, savoir pouvoir suivre son attribution et accompagner l'attribution de façon transparente du foncier avec les SAFER et autres organismes d'attribution et de vente des terres pour pouvoir, parce que sur ces questions, on l'a cité tout à l'heure, il y a la taille, pas forcément des grandes tailles, ne pas accompagner l'agrandissement, mais plutôt de permettre un maximum d'installations, et éventuellement sur des petites parcelles. D'accompagner la formation des futurs maraîchers, des futurs paysans avec ces espaces tests, avec les outils de formation, en équipement, en soutenant l'investissement dans des équipements et de matériel adapté, puisque malheureusement, il faut parler maintenant des serres et de l'irrigation. C'est quelque chose qui est apparu plutôt relativement récemment, mais on a besoin maintenant, ça va être vraiment sécuriser la production en permettant l'irrigation sans gaspillage de ces espaces. On a la chance d'avoir une demande qui est bien supérieure à l'offre et donc c'est vraiment une opportunité gigantesque d'installer, comme citait Édouard Découvert tout à l'heure, des milliers de paysans sur les terres en Bourgogne-Franche-Comté. La restauration collective qui va permettre de sécuriser aussi en ce sens-là les productions et les issues pour ces productions. On tient, c'est quelque chose que la Confédération paysanne cite souvent, mais c'est la sécurité alimentaire, sécurité sociale alimentaire, si un temps est nécessaire d'adaptation de la production, si des prix peuvent fluctuer, bien en tout cas que personne ne soit laissé de côté pour pouvoir les consommer. C'est aussi pour ça que cette table ronde, elle a pu surprendre, mais on ne va pas nourrir la population de Bourgogne-Franche-Comté qu'avec des AMAP, même si ce sont des valeurs importantes. Et il est essentiel que toutes les filières de distribution deviennent partenaires, de donner accès à un maximum. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire progressivement, mais du bio, local, pour une agriculture qui soit bénéfique pour la santé de l'environnement et pour la santé des hommes et des femmes. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais la pollution de l'air est aussi due aux épandages de produits phytosanitaires, pollution de l'eau, pollution de l'air. Donc, comme on fait, comme font des communes maintenant, d'installer des agriculteurs, des communes où la région peut intervenir aussi, sur l'installation d'agriculteurs et de paysans en bio au-dessus des zones de captage d'eau, c'est vraiment quelque chose qui devrait même être une obligation presque légale, tant il est important de préserver la ressource en eau. On voit, par exemple, on visitait les jardins d'idées à Bavans cet après-midi. En fait, en irriguant les légumes qui sont en bio, en fait, l'eau traverse et l'eau ne repart pas chargée de produits phytosanitaires dans la nappe. Donc, on a vraiment un effet vertueux quand on soutient l'installation et le développement de l'agriculture biologique sur les territoires, écolo ou pas, agriculteur en conventionnel ou pas, on évite ces produits dans l'eau que nous buvons tous de toute façon et dans cet air que nous respirons tous. On c'est 100% gagnant sur tous les plans. On va poursuivre ces échanges. On n'a pas pu répondre peut-être à toutes les questions. Vous voulez parler aussi de la place des femmes dans l'agriculture. En tout cas, le 11 mai, on aura la visite du député européen Benoît Biteau, parce qu'il y avait une personne aussi qui questionnait sur la PAC. Donc, le 11 mai, on rencontre la Confédération paysanne, on rencontre l'association Solidarité paysanne dans le Haut-Doubs, à Villers-sous-Chalamont, où Jean-Louis Canel est installé avec son centre de formation pour l'énergie animale. L'énergie animale est utilisée en maraîchage et en agroforesterie d'une façon tout à fait rationnelle et intéressante. Donc et le 12 mai, on rencontrera des collectifs de SOS Loups-Rivière Comtoise et un collectif de lutte contre le casse-caillou, puisque soutenir une agriculture bio et paysanne, c'est aussi accepter de travailler avec les sols tels qu'ils sont sans vouloir les transformer.
Et on aura un tract dédié à l'agriculture est en train d'être préparé où on vous détaille les éléments de notre programme sur ces sujets, sur l'agriculture et l'alimentation. Donc voilà, je vous invite à rester. Peut-être je vais laisser Amandine conclure, mais voilà un peu pour vous brosser de façon synthétique comment nous, en tant que candidats écologistes, on voit les choses. Merci. Merci beaucoup, Anna. Je vous redonne à tous la parole avant de vous remercier. Si vous souhaitez ajouter un mot pour conclure, je commence par vous, Didier Mayotte. Pour conclure, il faut continuer le travail engagé. Je crois que ça a été la thématique de cet échange ce soir. Il y a des enjeux très très forts, que ce soit sur les bilans carbone, que ce soit sur la souveraineté alimentaire des régions, que ce soit sur la biodiversité. Alors évidemment, moi je dis local et bio, hein, c'est notre spécificité, mais voilà, il faut que ça continue, c'est engagé, il faut que ça se poursuive et surtout que ça s'amplifie rapidement. Très bien, merci beaucoup. Karim Soufari, je vous redonne la parole pour un mot de la fin. Avec votre micro. Excusez-moi. Merci. Oui, non, je rejoins ce que disait M. Mayotte. Effectivement, il faut que ça se développe et plus vite, tout simplement, quoi. Et voilà, c'est créer des partenariats encore plus forts et continuer à avancer dans ce sens pour que chacun y trouve son compte, consommateur, producteur, commerçant, et qu'on puisse de plus en plus vendre des produits qui soient, on va dire, sains, tout simplement. Merci beaucoup. Joël, l'avocat, je vous laisse la parole pour si vous souhaitez rajouter quelque chose pour conclure. Bien, moi, je souhaite qu'on s'engage toujours de plus en plus vers une agriculture de qualité, une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit respectueuse de l'humain, qui soit respectueuse des lois sociales et qui fasse en sorte que chacun y trouve son compte, que les producteurs soient payés à juste tarif et que le consommateur puisse aussi profiter de la qualité des produits qu'on lui propose. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que le collectif du champ à l'assiette travaille depuis quelques années. Très bien. Merci beaucoup, Joël. Nicolas, est-ce que je peux vous laisser la parole pour un mot de la fin? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? On vous voit cette fois-ci. Il faut mettre votre micro. C'est super pour la fin. Enfin, on se voit. J'ai envie de dire que ce genre de table ronde, c'est super, quoi. Ça permet de se rencontrer, de se parler aussi. Hein, on devrait en organiser plus entre maraîchers, producteurs, responsables de magasins, pourquoi pas, on en parlait cet après-midi, comment rapprocher les producteurs et les responsables. Eh ben, je pense que c'est un bon moyen. C'est un bon moyen, voilà. Pourquoi pas en organiser plus avec les contacts de tout le monde et on pourrait réunir de belles rencontres, je pense. Très bien. Merci beaucoup pour ce mot positif pour la fin. Avant de laisser la parole à Stéphanie Motte qui nous a rejoint, je voulais tous les quatre vous remercier pour votre participation. En tout cas, merci pour ces échanges qui étaient constructifs et très positifs. Je retiens en tout cas que vous travaillez dans le même sens finalement, ce qui est encourageant et très positif pour nous. Donc, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger à nouveau. Et donc, Stéphanie, je te laisse la parole pour une conclusion. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, déjà, désolée de ne pas avoir pu être présente ce soir avec vous. Je n'ai malheureusement pas pu suivre toute la soirée, mais j'en ai suivi des grandes parties. Ce qui est intéressant, donc déjà, je vous remercie toutes et toutes d'avoir participé. Je remercie toute l'équipe du Doubs, hein, mais les colistiers du Doubs pour avoir organisé, Eric pour être derrière les manettes aussi,
Voilà, donc en tout cas, merci Amandine, merci Anna, merci Étienne pour cette organisation. Donc c'est vrai que aujourd'hui, j'aurais dû aussi être avec vous pour visiter, aller sur des visites terrain qui sont toujours très complémentaires de ce type de soirée. Ce que je peux dire, moi, c'est qu'effectivement, il y avait ce soir un aperçu très large, hein, et je pense que c'est bien aussi de sortir des sentiers battus de l'écologie stricto sensu, c'est-à-dire qu'effectivement, les AMAP, on connaît très très bien, on connaît aussi très bien, j'ai vu aussi sur les chats et autres, les supermarchés collaboratifs. Donc, il y a des tas de démarches qui sont extrêmement intéressantes, qu'il faut continuer, bien sûr, à aider, à structurer les chantiers d'insertion, tout ça. Mais c'est vrai que la demande aussi, c'est une demande plus globale. Et la région Bourgogne-Franche-Comté doit pouvoir répondre aussi à cette demande beaucoup plus globale de manger beaucoup plus localement, beaucoup plus sainement. Et moi, j'encourage en tout cas, alors c'est vrai qu'on connaît aussi tout ce qui est réseau Biocoop, bien évidemment, mais j'encourage une partie des grandes surfaces de la grande distribution qui se veut résolument, du moment que c'est sincère, qui se veut résolument changer de modèle et aller effectivement vers eux aussi beaucoup plus de local, de juste prix, j'ai entendu ça aussi, donc de juste rétribution aux paysans, aux agriculteurs qui s'engagent dans ces démarches-là. La région a aussi bien évidemment un rôle à jouer dans la structuration de la filière, puisque nous avons la chance d'avoir toute la restauration en lien avec les lycées, avec l'éducation nationale et les gestionnaires des lycées, de toute la restauration collective des lycées. Et ça, c'est un excellent levier pour permettre à des paysans, des agriculteurs, maraîchers, éleveurs, céréaliers, de produire localement une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. C'est tout l'enjeu aussi, hein, ça a été rappelé, zones de captage, la qualité très, de plus en plus médiocre de l'eau, et puis aussi pour notre santé, la santé de la planète. Donc, produire une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et pour ça, la région a vraiment les leviers de mettre en place ces filières pour pouvoir les accompagner, avec aussi, comme le fait effectivement depuis un certain temps, des filières aussi et des engagements de réciprocité. Donc, la région, avec les gestionnaires des lycées, doit pouvoir travailler sur un engagement fort de la région à acheter les produits qui seront issus de ces filières respectueuses. Et puis, il y a aussi tout ce qui est la conversion. Il y a aussi l'aide avec le lien aussi. Alors, il faut aussi que des acteurs comme la SAFER, qui est un acteur extrêmement important de la réserve foncière, jouent plus ce jeu peut-être aussi avec les jeunes qui veulent s'installer. Ils sont nombreux. Et j'entendais aussi qu'il y avait un manque vraiment criant finalement de production locale. Donc, il y a une forte demande, mais pas de production locale, pas suffisamment en tout cas. Donc, une fois qu'on a retiré tout ce qui est production directe, il reste plus grand-chose. Les marchés aussi qui fonctionnent très bien. Donc, c'est vraiment tout un travail à faire et une ambition très forte et très affirmée que nous portons, nous, liste écologiste et solidaire, pour pouvoir amener à une conversion massive dans l'agriculture biologique, l'agriculture locale, pour le bien-être de tous. Donc, un enjeu très important. Nous en avons des outils. Il y a aussi, je vous le rappelle, je l'ai noté aussi, tout ce qui est en lien avec la PAC, avec ce que font nos eurodéputés aussi pour transformer cette PAC. Et nous, localement, en tout cas au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est aussi travailler avec la Chambre d'agriculture, avec la SAFER et avec tous les acteurs et faire des aides aussi. Il y a des aides à l'installation, des aides au maintien. Ça te dit, c'est extrêmement important, l'aide au maintien, pour permettre aux personnes qui viennent d'avoir de l'ingénierie, d'avoir des retours d'expérience et de perdurer aussi, parce que c'est des métiers extrêmement difficiles. Le dérèglement climatique fait que les aléas sur les récoltes se font de plus en plus importantes, malheureusement. Donc, on a vraiment besoin de tous ces outils-là. En tout cas, c'est ce que nous portons et nous espérons le porter de plus en plus fort et surtout pouvoir l'appliquer dès juillet 2021 à la région Bourgogne-Franche-Comté. Encore merci à toutes et à toutes. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.